Donc on va examiner ensemble la confrontation, j'ai envie de dire, entre le droit commun des sociétés et le droit spécial de la société par action simplifiée. Pour résumer, ce droit spécial de la société par action simplifiée, comme vous l'avez indiqué, c'est le régime de la liberté qui est très fortement marqué au sein de cette société. En dépit de cette liberté, est-ce qu'il y a des contraintes que l'on doit observer au sein de la SAS et qui s'imposent à tous les associés au sein de la SAS et qui constitueraient une sorte de bloc de droit commun des sociétés? Je prendrai deux exemples. Le premier est de savoir si l'on peut aménager, voire supprimer le droit de vote de l'associé au sein de la SAS. Et le deuxième sujet que je vous propose d'aborder est le point de savoir si l'on peut aménager, voire supprimer un principe à propos duquel on va discuter d'ailleurs, celui de la libre révocation du dirigeant au sein de la SAS. Alors, premier sujet, le droit de vote au sein de la SAS, peut-on l'aménager, voire le supprimer? Alors, avant d'aborder directement le sujet à propos de la SAS, on va revenir sur un arrêt qui est très connu. Je crois qu'il y a pas mal d'étudiants dans la salle et vous le connaissez par cœur, qui est un arrêt Ikem de 1999. Cet arrêt Ikem, l'espèce était la suivante. C'était en matière de convention réglementée. Donc vous le savez, lorsqu'un dirigeant conclut une convention avec la société, il y a un régime d'autorisation spécifique et d'approbation de l'Assemblée sur la convention considérée. Et il s'agissait d'une société en commandite par action, dont la loi prévoit que l'intéressé, c'est-à-dire le dirigeant, ne prend pas part au vote au sein de l'Assemblée pour statuer sur la propre convention qui conclut avec la société. Jusque-là, c'est tout à fait normal, c'est ce que la loi prévoit. Mais les statuts de la société Château Yquem étendaient la suppression, j'ai envie de dire, du droit de vote, non seulement à l'intéressé, ce que la loi prévoyait, mais également à son épouse, à ses ascendants et à ses descendants. Quel était l'esprit des statuts? On le comprend bien ici. Prévenir les conflits d'intérêts. Autrement dit, non seulement l'intéressé, c'est-à-dire le dirigeant ne prend pas part au vote, bien sûr, mais son épouse, on va l'écarter également du vote, et puis également ses enfants, on va les écarter du vote. C'est ce que prévoyaient les statuts. Et l'Assemblée s'est tenue en application des stipulations statutaires. Jusque-là, rien d'anormal. Et il est venu à l'idée des enfants et de l'épouse de contester la validité même de cette stipulation statutaire, considérant finalement que le droit de vote de l'associé est un sacro-saint principe qui ne peut pas être supprimé. Et finalement, ils ont eu raison. Ils ont eu raison et ils ont gagné devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a considéré que, sur le fondement de l'article 1844 du Code civil, donc le droit commun des sociétés, on ne peut pas supprimer le droit de vote, y compris de manière statutaire. Et je rappellerai juste tout de même ce que dit cet article 1844. Il est indiqué que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Alors, je ne sais pas si c'est ma qualité d'avocat qui m'invite à faire des premières réflexions. Cet article ne parle pas du droit de vote. Il parle du droit de participer de l'associé aux assemblées, ce qui est radicalement différent. On pourrait parfaitement concevoir, par exemple, qu'une personne intéressée puisse participer à une assemblée pour faire valoir ses observations, mais ne pas prendre part au vote. Et non. La Cour de cassation transforme l'article 1844 du Code civil comme le droit de participer en un droit de voter. Ça, c'est ce qu'il vaut en société en commandite par action. Alors on s'est dit, est-ce qu'on va avoir la même jurisprudence en matière de SAS? La réponse, on l'a eue en 2007, donc il y a maintenant 10 ans, dans un arrêt également, je pense que vous connaissez tous, qui est un arrêt
M. Il s'agissait d'une clause d'exclusion. Ce sont des clauses qui sont tout à fait classiques, notamment en matière de SAS, et l'espèce était la suivante. Donc vous avez une société dans laquelle vous avez deux époux qui détiennent un tiers des actions. Et l'autre tiers, les deux autres tiers sont détenus par un tiers. Et pour un motif sur lequel je ne reviendrai pas, ils ont décidé de mettre en œuvre la clause d'exclusion. La clause d'exclusion statutaire prévoyait que, bien évidemment, la personne objet de l'exclusion ne va pas prendre part au vote sur sa propre exclusion. Encore une fois, ici, il s'agit de prévenir dans l'esprit un conflit d'intérêts, évidemment. Celui qui fait l'objet de la mesure d'exclusion ne prend pas part au vote. Et c'est ce que prévoyait la clause des statuts. Et donc, on applique la clause des statuts. L'intéressé, qui détient pourtant les deux tiers des actions, mais ne prend pas part au vote, et il est révoqué par les deux époux qui détiennent un tiers du capital. Et il y a un contentieux qui se noue. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, ce tiers exclu, ok, nos statuts prévoyaient que je ne prends pas part au vote, mais finalement, peut-être que mon droit de vote, c'est un sacro-saint principe duquel on ne peut pas m'exclure, et sur ces bases-là, je vais plaider la nullité de cette clause. Et évidemment, on comprend bien, à partir du moment où il prend part au vote et qu'il détient deux tiers du capital, autant dire qu'il ne pourra jamais être exclu. Bon. Et il introduit son contentieux, et les juridictions du fond lui donnent tort. Je précise, les juridictions du fond lui donnent tort, et notamment il y était visé un article de la SAS, qui est l'article L227-16 du Code de commerce, qui prévoit que dans les conditions qu'il détermine, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Autrement dit, le législateur avait l'air de laisser à l'appréciation des actionnaires les conditions dans lesquelles un associé peut être tenu de céder ses actions. Et donc, on a organisé une sortie d'un actionnaire librement par nos statuts, par une clause d'exclusion. Il est prévu que l'intéressé ne prenne pas part au vote. C'est normal, il faut respecter cette clause. Et la Cour de cassation est venue censurer l'arrêt des juridictions du fond de la Cour d'appel. Elle a non seulement indiqué, sur le fondement toujours du 1844 du Code civil, que tout associé a le droit de participer, c'est-à-dire qu'il a le droit de voter, mais elle a été un peu plus loin, et elle nous a indiqué que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Et donc, en SAS, on se retrouve donc dans la situation suivante, où on ne peut pas supprimer un droit de vote, y compris pour des motifs qui sont quand même tout à fait légitimes, puisqu'il s'agit de prévenir des situations de conflit d'intérêts. Il s'agissait en l'occurrence d'empêcher l'intéressé de participer au vote sur sa propre exclusion. La Cour de cassation nous dit « cela n'est pas possible ». Sur ce dernier point en matière de SAS, on aboutit à une situation, à mon sens, qui est tout à fait absurde au regard des conventions réglementées. Je reviens sur le sujet. En SA, vous avez une disposition expresse qui prévoit que l'intéressé ne prend pas part au vote. Vous n'avez pas pareille disposition en matière de SAS. En SAS, vous avez un régime de convention réglementée où la convention est soumise à l'approbation de l'Assemblée. Elle ne vous dit pas, et vous n'avez aucune disposition de la loi en matière de SAS qui vous dit que l'intéressé ne prend pas part au vote sur l'approbation de la Convention. De sorte que, si vous avez imaginé pallier cette carence du législateur par les statuts, en prévoyant dans vos statuts que, évidemment, l'intéressé ne prend pas part au vote, eh bien, je pense que, naturellement, cette stipulation statutaire ne sera pas valable, puisque la Cour de cassation nous dit on ne peut pas supprimer un droit de vote, sauf quand la loi le prévoit, et en matière de SAS, il n'est pas du tout prévu que l'intéressé ne prenne pas part au vote,
s'agissant d'une convention réglementée à laquelle il est lui-même partie. Je vais maintenant traiter d'un deuxième sujet, qui est le sujet de la libre révocation des dirigeants. Alors, un sujet qui est passionnant, dont on aurait pu imaginer qu'en matière de SAS, on est tout à fait libre. Pourquoi ? Car nous avons un article L227.5 qui indique que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Donc, a priori, les associés sont libres d'organiser la direction comme ils l'entendent, les règles de nomination, de rémunération, de révocation. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est, écoutez, on est en matière de SAS, est-ce qu'on pourrait prévoir que notre dirigeant est irrévocable ? Pourrait-on prévoir, en matière de SAS, que notre dirigeant ne peut être révoqué que sur juste motif, mais j'ajoute à peine de validité de la révocation. Autrement dit, s'il se trouvait que le dirigeant était révoqué pour un motif qui n'est pas un juste motif, pourrait-il, à l'instar d'un salarié, dire écoutez, c'est comme pour un salarié, je demande ma réintégration, puisque c'est à peine de validité. Pourrait-on imaginer aussi des règles de vote sur la révocation d'un dirigeant qui, de fait, empêche sa révocation. Je m'explique. Imaginons que l'on prévoit que la révocation d'un dirigeant se fait nécessairement à la majorité des 2/3 et que les dirigeants en question a 50% du capital ou 49%. Vous imaginez bien que jamais la majorité des 2/3 pourra être atteinte et il se trouvera donc de facto impossible de le révoquer. Voilà les questions qui se posent en matière de SAS. Alors, raisonnons quelques instants. Existe-t-il vraiment un principe de libre révocation des dirigeants ? Ça peut paraître provocateur, mais la question doit être posée. On s'aperçoit que ces principes de libre révocation des dirigeants ont été posés pour les administrateurs de SA, dans la grande majorité des cas. Sauf qu'il y a un texte spécifique pour les administrateurs de SA, où le législateur est venu nous dire qu'ils sont révocables à tout moment. Même chose, par exemple, pour le gérant de SARL. Il est indiqué qu'il est révocable sur juste motif, et que s'il n'est pas révoqué sur juste motif, il a le droit à des dommages et intérêts. Autrement dit, il peut toujours être révoqué, ça ne se résout jamais comme la nullité de sa révocation, mais uniquement par l'allocation de dommages et intérêts. Vous avez la même chose pour les membres du directoire d'une SA. On vous dit qu'ils doivent être révocables sur juste motif, mais si le juste motif n'est pas présent, à partir de ce moment-là, la révocation produit ses effets et sa sanction, c'est uniquement des dommages et intérêts. Mais vous ne trouvez aucune disposition de cette nature en matière de SAS. Bien plus, vous avez un article qui est l'article L227.1 du Code de commerce qui prévoit quelles sont les règles de la SAS qui doivent être calées pour certaines d'entre elles sur celles de la SA. Or, à aucun moment il n'y a un renvoi vers les règles de la SA et en particulier sur les principes de libre révocation des administrateurs de la SAS. Et donc le sujet est un vrai sujet. Et c'est là où il est intéressant de relever un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en l'occurrence, qui est le pôle 5-9, qui est un arrêt du 2 octobre 2014. C'est un arrêt très intéressant parce qu'il s'agissait de statuer sur un pacte d'actionnaires qui subordonnait la révocation d'un dirigeant à un vote des actionnaires à la majorité des 2/3. Or, le dirigeant dont il était projeté la révocation détenait 49% des actions. Et donc, immédiatement, se posait la question de sa révocabilité. Par l'application des clauses statutaires, s'il faut les 2/3, on ne peut pas avoir les 2/3, ce dirigeant est irrévocable. Que nous dit la Cour d'appel de Paris ? La clause est nulle et réputée non écrite, dès lors qu'elle remet en cause le principe même de la libre révocation à tout moment du mandataire social prévu par la loi
et il est indiqué et repris à l'article 10 des statuts. Mais je voudrais m'arrêter un instant de raison là-dessus. C'est contraire au principe même de la libre révocation à tout moment du motataire social prévu par la loi. Et immédiatement, je me pose la question, laquelle? Puisque je viens de tourner autour et je n'ai pas vu de disposition de la loi applicable à la SCS consacrant un principe de libre révocation. Alors, peut-être, s'agit-il en réalité du droit commun non plus des sociétés, mais du droit commun des contrats. Droit commun des contrats, et je fais référence ici au mandat. Il est un principe, c'est que le mandataire peut toujours être révoqué par le mandant. Et la Cour de cassation a statué sur une clause qui prévoyait que le mandataire était irrévocable. Et la Cour de cassation, en 2002, nous dit le mandat, même stipulé irrévocable, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération. La révocation produit ses effets sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire. Autrement dit, peut-être, que la Cour d'appel de Paris s'est référée, finalement, quand elle vise la loi, au droit commun du mandat, et a analysé par assimilation le dirigeant, finalement, comme un mandataire des associés qui seraient ses mandants, et qui ont toujours le droit de le révoquer, y compris en SAS, et sur ces bases-là, a pu consacrer la nullité de cette clause statutaire qui subordonnait la révocation du dirigeant aux 2/3 et qui, de fait, empêchait toute révocation. Alors, c'est un arrêt qui est intéressant. Je ne sais pas quelle va être la suite qui lui sera donnée si à nouveau il y avait un contentieux sur ce point-là. Je ne connais pas de décision de la Cour de cassation sur ce sujet. Ceci étant, il y a un point qui mérite d'être soulevé, c'est que ces clauses statutaires qui portent atteinte à cette libre révocation du dirigeant ont été jugées nulles parce qu'elles portaient atteinte à cette libre révocation du dirigeant par assimilation avec le mandat. Mais il faut dire aujourd'hui que cette jurisprudence a peut-être aussi, et ces clauses aujourd'hui ont une portée peut-être limitée, parce que, et je voudrais en venir là sur un point qui est essentiel, c'est que la Cour de cassation a pris une position très controversée s'agissant de l'efficacité et des sanctions des clauses statutaires. La Cour de cassation nous a indiqué que la violation d'une clause statutaire n'entraîne pas nécessairement la nullité de la délibération ou de l'acte considéré. Ce qui signifie que ça pose bien sûr beaucoup de problèmes dans une SAS comme dans toute autre société, puisque finalement, quand on prévoit des clauses statutaires, c'est quand même l'intention des parties et c'est la loi des parties. Et finalement, ne pas sanctionner une délibération ou un acte en violation d'une clause statutaire par la nullité peut poser quand même un certain nombre de difficultés, on l'imagine. Mais là où je veux en venir, c'est que au cas particulier de cette clause que l'on avait, qui avait été passée devant la Cour d'appel de Paris, celle qui dit que le dirigeant, finalement, peut être révoqué uniquement aux 2/3 et il se trouve finalement irrévocable, il y avait un moyen aujourd'hui tout simple de considérer cette clause comme ayant une portée limitée, c'est que vous, tout simplement, vous violez cette clause, et en violant cette clause, vous ne vous exposez pas, peut-être, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à la nullité de la délibération, puisque la Cour de cassation nous dit que même si vous violez une clause statutaire, vous n'êtes pas dans un régime de nullité automatique. Voilà ce que je voulais vous dire assez brièvement sur cette liberté de la SAS et ce droit commun ou des sociétés ou des contrats qui, aujourd'hui, finalement, encadrent cette liberté.